C'est donc parti. Bienvenue à vous tous. Patrice Duhamel et Jacques Santamaria ont la lourde tâche de succéder à notre précédent invité qui était Laurent Gérard, qui a fait un tabac, c'est le cas de le dire. Vraiment, ça a été très très bien marché. Et puis, dans l'ordre d'un livre assez proche, nous avons également eu le plaisir de recevoir l'un de vos amis, j'imagine en tout cas, Jean Botorel, qui, avec des carnets de 30 ans de vie politique. Alors, là, c'est plus que 30 ans, cher Patrice, cher Jacques, c'est toute l'histoire de l'Élysée, avec donc différents points d'entrée, avec ce livre donc qui ressemble pas mal à la collection, à ce que la collection Plomb présente habituellement, à savoir les dictionnaires amoureux, avec donc différents points d'entrée, et c'est exactement ce que vous avez fait, et en plus vous l'avez fait par ordre alphabétique, et on trouve toute une série de richesses, de trésors dans ce livre. Un premier livre avait vu le jour, je crois, en 2012, c'est bien cela, date de la précédente élection présidentielle. La première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à, je dirais presque faire un nouveau livre? Parce que ce n'est pas une réédition, c'est vraiment un nouveau livre. Tout d'abord, bienvenue, cher Patrice, cher Jacques. Le Presse Club est très, très heureux de vous accueillir ce soir. Merci de votre accueil et de ton accueil. Qu'est-ce qui nous a amené deux choses essentielles en ce qui me concerne. Jacques aura sûrement autre chose à rajouter. La première, c'est tout ce qui s'est passé depuis 5 ans et demi, qui est quand même pas négligeable. La vie quotidienne, politique, diplomatique, personnelle du Palais de l'Élysée. Et deuxièmement, le fait qu'on a observé que depuis 10 ans, les deux premiers vrais quinquennats, puisque le premier quinquennat, historiquement, était celui de Chirac en 2002, mais c'était plus la continuation d'un septennat qu'un premier vrai quinquennat. Et que l'addition, la suite de ces deux quinquennats, avec deux personnalités aussi différentes que celles de Sarkozy et de Hollande, a créé une forme de césure, de rupture, de cassure dans la vie institutionnelle et ramené à l'Élysée, dans la vie de l'Élysée, et qui nous paraissait intéressant sur un certain nombre de très grands sujets qu'on n'avait pas traités dans la première édition, le terrorisme, l'état d'urgence, l'article 49.3, etc., de pouvoir voir sur une longue période, puisque là il s'agit de marquer l'évolution depuis le début de la Ve République, donc bientôt 60 ans l'année prochaine, comment les choses avaient évolué et comment cette rupture, d'après nous, des 10 dernières années, était vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Jacques, tu disais à l'instant que vous étiez parti pour 20 pages de nouvelles et en fait il y en a plus de 200, c'est ça? Oui, mais c'est vrai, hein, ce ne sont pas des chiffres trafiqués. On était parti pour faire 20-30 pages de plus. Ça ressemblait plus à une mise à jour qu'un véritable complément. Et on s'est retrouvé, les 20-30 pages de plus, c'est 200 pages de plus. Parce qu'on s'est aperçu que non seulement, comme l'a dit Patrice, il fallait faire une sorte de bilan des 10 années qui venaient de s'écouler. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a deux présidents de la République fort différents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont tous les deux, et pour la première fois, des enfants de l'après-guerre. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Et donc cette nouvelle génération qui accède au pouvoir suprême, ça nous a inspiré quand même des réflexions et des informations totalement inédites à donner. Mais on s'est aperçu aussi qu'il fallait compléter par des informations qu'on n'avait pas il y a 5 ans. Et on a continué nos recherches, ça nous a permis de les avoir, sur toute l'histoire du palais. Et avec des choses parfois absolument dramatiques, d'autres extrêmement cocasses. Et surtout, il faut savoir que le prochain président de la République, il va avoir, parmi toutes les choses agréables, peut-être pas très nombreuses d'ailleurs, qu'il aura à faire, mais il aura à célébrer le tricentenaire de l'Élysée dans 3 ans, puisque cette maison a été terminée en 1720.
Alors vous dites que cette maison plaisait beaucoup à certains, déplaisait beaucoup à d'autres. Il n'y a pas vraiment d'unanimité. Alors vous décrivez en plus admirablement, je dirais, les lieux et les personnes. Vous parlez donc de tous les occupants. Vous racontez toute une série d'anecdotes, parfois très croustillantes, y compris des anecdotes, on va dire, de chambre à coucher, n'est-ce pas? Si, quand même, quand même. Et en plus, non, mais Pierre, vous Non, mais ça racontez existe, également, oui. vous racontez les lieux, vous parlez des animaux, des canards, des chiens, vous parlez de tout un... Vraiment, on a le sentiment que, bien mon Dieu, que vous avez pratiquement habité là-bas. Comment sont venues toutes ces informations, toutes ces indiscrétions, allais-je dire, Patrice? D'abord, on est très complémentaires. Jacques est historien, scénariste, réalisateur, ce qui ne veut pas dire que c'est un livre de fiction, hein, c'est un livre de réalité à 100%. Et je dis bien pas à 99,5, à 100%. Et il a une approche historique de la vie publique et politique française depuis 3 siècles. Et deuxièmement, c'est un très grand spécialiste du général de Gaulle depuis très longtemps. Bah si. Donc, en gros, il a pris dans le bouquin tout ce qui va jusqu'à la fin des 10 ans du général de Gaulle à l'Élysée, depuis la création du palais, même si un certain nombre d'entrées ou de chapitres que j'ai rédigés pour des raisons personnelles, parce que je connaissais telle ou telle chose. Et puis, moi, j'ai pris en charge tout ce qui suivait depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, quand on a fait la première édition, c'est un chiffre qui paraît tout à fait curieux, mais c'est la réalité. Je crois même qu'il est en dessous de la réalité. Jacques, il a une approche d'historien de l'Élysée. Moi, j'ai une approche journalistique, soit comme jeune journaliste, soit comme patron de différents médias, où je devais aller à l'Élysée pour des raisons, je dirais, institutionnelles, quand je dirigeais Radio France ou France Télévisions ou RMC, ou etc. J'avais calculé il y a 5 ans que j'y suis allé pour la première fois en fin 69, sous Georges Pompidou, et que j'étais allé à peu près 3000 fois à l'Élysée. Donc je connais à peu près tout. Pas la chambre à coucher des appartements privés, ni la salle de bain, comme d'autres journalistes l'ont connu, parce qu'on a lu ça dans le livre de Valérie Trierweiler. Mais les seules choses que je n'ai jamais visitées, enfin, je n'ai pas vu les 350 bureaux, mais enfin, j'ai vu l'essentiel. Et les seules choses que je n'ai pas pu et que nous n'avons pas pu visiter, c'est d'une part la partie intime des appartements privés, sachant que la partie familiale et les salons, moi je l'ai vu notamment sous François Mitterrand, et le fameux PC Jupiter qui est au sous-sol du palais, d'où le président de la République peut actionner, le cas échéant, ça n'est jamais arrivé heureusement, la force nucléaire française, où là j'ai juste au moment de la construction de ce PC en 1977, j'ai fait quelques pas dans le couloir, mais c'est totalement interdit. Personne en dehors de l'état-major militaire et du président de la République et du ministre de la Défense ne peut visiter et même voir ce PC Jupiter. Comment se fait-il, Jacques, que ce palais qui fait rêver, c'est surtout qui fait rêver en tout cas tous les candidats, et puis qui fait rêver de façon générale, il suffit de voir le succès énorme lors des journées du patrimoine, qui fait rêver les Français, on peut dire, engendre une vraie mélancolie à travers vos lignes. On s'en rend compte de ces hôtes et même au-delà. Il y a une forme de dualité qu'on a du mal à expliquer. Oui, mais c'est tout le charme de l'Élysée, si je puis dire. C'est quand même une maison qui a connu tous les régimes possibles et imaginables. Ça a été construit sous la monarchie. La marquise de Pompadour l'a acheté pour l'offrir à Louis XV, qui n'y a jamais mis les pieds. Je tords le cou à une légende. Louis XV n'a jamais mis les pieds à l'Élysée. Après, ça a été occupé par la République, puis enfin le Premier Empire, puis la République, puis le Second Empire, puis à nouveau la République. Et il y a quelque chose qui ne s'est produit nulle part ailleurs,
mais nulle part ailleurs, c'est que l'Élysée, en presque 300 ans, a échappé à toute destruction, tout saccage, a traversé quand même des périodes aussi peu calmes que la Révolution, la Commune, 2 guerres mondiales, et pratiquement le bâtiment a toujours été épargné. C'est miraculeux, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est absolument miraculeux. Alors, qu'est-ce qui fait, comme vous le disiez Nelson, qu'est-ce qui fait que cette maison dégage ce charme un peu mélancolique? Alors, je pense qu'elle a été tellement habitée par des personnages romanesques qu'il en reste quelque chose. Et quand je dis des personnages romanesques, je ne remonte pas forcément à la marquise de Pompadour ou à Bathilde d'Orléans. Le général de Gaulle ou François Mitterrand étaient des personnages romanesques aussi. Et il en reste quelque chose. Et pourquoi tous ceux qui y ont habité, pour une raison ou pour une autre, mais parlons essentiellement des présidents de la République, ont tous été déchirés en disant à la fois c'est une prison, et puis on y est pas mal, quoi. Justement, ça, oui, Patrice. Là où tu as raison de parler de mélancolie, c'est que, on va en parler, si on ne prend que les présidents de la République, si on met à part Napoléon Ier qui adorait, la Pompadour qui n'est pas restée longtemps parce qu'elle voulait l'offrir à Louis XV, mais voulait aussi vivre avec sa fille qui est morte 9 ou 10 ans au bout de quelques mois. Mais si on prend uniquement les présidents de la République depuis Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on va élire dans 4 jours le 25e, ce qui est quand même très peu, il y en a, on avait fait le calcul au moment de la première édition, il y en a plus de la moitié qui n'ont jamais terminé leur mandat. Soit qu'ils ont été assassinés, ça a été le cas de Sadi Carnot et de Paul Doumer, soit qu'ils ont démissionné, ça a été le cas de Casimir Périer, du général de Gaulle, d'Alexandre Millerand, soit qu'ils sont morts... Deschanel, dont vous parlez avec... Deschanel. Oui, voilà. Ouais. Soit qu'ils sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, alors dans des conditions complètement différentes. Georges Pompidou, après des souffrances épouvantables. Félix Faure, dans d'autres circonstances. Donc au total... On sent des sourires. Voilà. Au total, sur 24 présidents, on avait fait le calcul, je crois que c'est 13 ou 14 qui n'ont jamais terminé leur mandat. Est-ce que ça veut dire que... Non, mais il y a une... Donc, je ne dis pas qu'il y a une malédiction, mais enfin, c'est assez étonnant. Par ailleurs, c'est vrai qu'ils n'aiment pas cet endroit. Bon, alors, personne ne leur a demandé d'y aller. Hein. Ils sont qu'à voir... Et on le verra encore dans quelques minutes, quel est l'appétit et l'ambition de ceux qui souhaitent y travailler ou y vivre. Mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a un mélange, comment dire, de vitrine patrimoniale de tout ce qu'a été la France depuis 3 siècles, et en même temps un sentiment d'isolement et de solitude. Par exemple, le palais de l'Élysée, à partir de 8h du soir, c'est la belle au bois dormant. Hein. Il y a quelques gardes républicains, c'est très bien sécurisé, mais il y a quelques gardes républicains, il y a une dizaine de cuisiniers au sous-sol, mais voilà. Quand tu dis la belle, Patrice, on peut même dire les belles parfois, parce que vous en parlez dans le livre. Ce palais a souvent servi à cacher quelques liaisons non pas fatales, sauf pour le président Faure, mais enfin quelques liaisons, disons, un peu inavouables. Vous en parlez régulièrement, vous en parlez en plus avec beaucoup d'humour. C'est quelque chose qui marque beaucoup la vie de ce palais, les secrets d'alcôve, on va dire. Oui, mais on a ouvert une entrée, presque un chapitre, intitulé « Double vie ». Ne serait-ce que pour dire que c'est pas vrai, François Mitterrand n'a pas inventé la double vie d'un président de la République. Il a eu d'illustres prédécesseurs, et le premier, ça a été Adolphe Thiers, qui lui avait quand même réussi un exploit que aucun n'a réussi, même pas Mitterrand, c'était d'avoir sous le même toit son épouse et la sœur de celle-ci qui était sa maîtresse. Et la mère des 2 sœurs avait été aussi la maîtresse d'Adolphe Thiers.
Qui a attendu long, vous le précisez, qui a attendu longtemps pour obtenir le poste, qu'il reluquait depuis. Il le reluquait depuis Au moins Louis-Napoléon Bonaparte. Et d'ailleurs, la presse satirique de l'époque parlait des deux moitiés de Monsieur Thiers. Donc, vous voyez que c'était bon. Et ensuite, il y en a eu un autre il y a eu Napoléon Ier, qui, tout en étant marié avec Joséphine, jusqu'au moment où il en a divorcé, mais entretenait sa liaison avec Marie Walewska. Et Napoléon III aussi. Et Napoléon III, le neveu, qui était qui a été pas mal non plus, mais lui, quand il est arrivé à l'Élysée comme président de la République, il était célibataire, ce qui lui permettait d'entretenir, si je puis dire, plusieurs succursales. Et il faut quand même rappeler que c'est lui qui a fait creuser un souterrain qui va en gros d'une des pièces qui donne sur la cour d'honneur, qui fait le tour par l'aile est, qui passe sous la rue de l'Élysée, qui à l'époque s'appelait la rue de la Reine-Hortense, donc du nom de la mère de Louis-Napoléon, et qui arrive dans un hôtel particulier qui est actuellement le numéro 18 de la rue de l'Élysée. Et cet hôtel particulier, habitait là la maîtresse, une des maîtresses de Louis-Napoléon Bonaparte, avec son mari, qui visiblement ne s'est aperçu de rien, ou alors il était extrêmement complaisant. Mais ce souterrain, qui aujourd'hui n'existe plus, a été creusé pour ça. Et il faut quand même savoir que de l'autre côté, je sais que ça va vous amuser, Nelson, de l'autre côté, c'est pas la rue de l'Élysée, c'est la rue du Cirque. Eh bien, ne pensez pas que François Hollande est le premier. Non. Louis-Napoléon Bonaparte avait une jeune Anglaise qui lui avait financé sa campagne électorale de 1848 et qui louait un hôtel particulier rue du Cirque et qui attendait qu'une seule chose, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte l'épouse. Elle attend encore. Puisqu'il a, comme vous le savez, il a épousé Eugénie de Montijo et il est devenu empereur. Alors, vous parlez quand même de tous ces personnages avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse. Vous parlez beaucoup, par exemple, de Charles et d'Yvonne de Gaulle. Vous parlez beaucoup d'Yvonne de Gaulle avec beaucoup d'affection. Ça se voit, ça se sent. Vous précisez même ce que beaucoup de gens savent, mais ce qui n'a pas toujours été suivi par les faits de leurs successeurs, qu'ils payaient tout eux-mêmes, qu'ils tenaient absolument à payer tout eux-mêmes. Oui. Et vous précisez que même lorsque parfois, rarement, ils recevaient la famille, c'était en nombre restreint et qu'elle faisait très très attention à ça, au denier de l'État. Ah mais non seulement Yvonne de Gaulle a été, et son mari ont été extrêmement stricts, mais ont toujours refusé, dès lors qu'ils ont mis les pieds à l'Élysée, c'est-à-dire en janvier 1959, toujours refusé que le budget de l'État serve à leurs dépenses personnelles et familiales. Alors ça a commencé, non pas par l'installation, ce que tout le monde croit, l'installation du compteur électrique dans les appartements privés pour que le général puisse lui-même payer ses dépenses d'électricité. Ça a commencé dès janvier 1959 où Yvonne de Gaulle est partie au bon marché acheter de la vaisselle afin, lorsqu'elle recevait ses enfants et petits-enfants, de ne pas utiliser la vaisselle de l'État. Alors, inutile de dire que les repas familiaux étaient également payés sur la cassette personnelle de la famille. Il faut dire aussi que la chapelle, qui n'existe plus, qui donnait sur la cour d'honneur, tout le mobilier et les objets de culte ont été payés par Madame de Gaulle elle-même, et d'autres choses comme ça. Mais ça ne se savait pas. Et puis, aucun des successeurs ne s'est senti obligé de faire de même. Quels sont justement les personnes... Il y a tellement... Vous parlez également beaucoup du président Pompidou, vous parlez de Claude Pompidou, où on sent beaucoup d'admiration pour elle. Alors, elle était particulièrement malheureuse dans
dans cette maison. Vous le dites. Et un petit retour sur Yvonne de Gaulle, dont vous parliez à l'instant, Jacques, c'est qu'en 1965, en décembre 1965, elle ne voulait pas que son mari se représente. Il avait 75 ans et c'est tout à la fin qu'il a annoncé sa candidature à une nouvelle... Enfin, qui en l'occurrence, c'était sa première vraie élection, puisqu'il avait... Non seulement elle ne voulait pas, elle voulait qu'il rentre à Colombey pour se reposer, écrire ses mémoires tranquillement. En plus, elle faisait le siège de ses principaux ministres, conseillers ou amis en leur demandant d'intervenir et de peser auprès du général pour qu'il ne se représente pas. Et il s'est représenté un mois et demi, un mois avant le premier tour. Il n'a pas utilisé ce qui fait rêver aujourd'hui. Il a refusé d'utiliser ces créneaux de la campagne officielle avant le premier tour. Comme c'était effectivement la première élection au suffrage universel, les Français ont découvert, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de l'ORTF, Mitterrand ou Le Canuet, qui ont été les deux qui l'ont mis en ballotage, je ne dirais pas que, s'agissant de Mitterrand, il était inconnu des Français, parce qu'il avait été ministre très important sous la 4e République. Enfin, il était assez peu connu, et Le Canuet, quasiment pas. Et Le Canuet, la première fois qu'il est intervenu dans la campagne, il avait dit « Bonjour, je m'appelle Jean Le Canuet, j'ai 45 ans, etc. » Et De Gaulle avait dit à ses conseillers qui lui disaient « Mais utilisez, vous avez du temps d'antenne, utilisez-le. » Il avait dit « Qu'est-ce que vous voulez que j'aille devant les Français et que je dise « Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je m'appelle Charles de Gaulle. » Voilà. Mais ça lui a porté préjudice, puisque, contre toute attente, en tout cas au début de la campagne, après les premiers sondages, parce que c'est la première campagne qui a fait l'objet de sondages de l'IFOP, qui est le premier institut de sondage qui a été créé en France, une dizaine de jours avant le premier tour, on fait apparaître qu'il serait très vraisemblablement. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, certains disent que ça fait partie de la légende, mais enfin, les intéressés l'ont dit, écrit, en l'occurrence Michel Debré, Georges Pompidou, gens comme ça, que le soir de sa mise en ballotage à Colombey, au téléphone, De Gaulle était quand même plutôt sur la ligne. Bon, bah, j'ai fait que 44 ou 45% au premier tour. Les Français n'ont pas voulu que je sois élu au premier tour, donc je ne vois pas pourquoi j'irais me présenter au second. Il n'avait pas envie d'aller au second tour. Bon, finalement, ils ont obtenu qu'il y aille et qu'il accepte de faire ces fameuses interviews télévisées, les premières de sa vie, avec Michel Droit, parce qu'il n'avait jamais donné d'interview ni à Londres, ni à Colombey, ni ailleurs. Et ça, on le doit à un seul homme. C'est ce qu'on raconte d'ailleurs, c'est Alain Perfit, qui, voyant... Qui n'a pas eu des qualités, voilà, mais enfin là, voyant les réticences et même le refus de Gaulle à se montrer à la télévision pour faire campagne comme les autres candidats, entre les deux tours, il a quand même réussi à le convaincre qu'il était absolument nécessaire qu'il parle aux Français, mais autrement. Et c'est là qu'est née l'idée des entretiens avec Michel Droit. Mais il avait toujours une réticence, De Gaulle, et il avait répondu à Perfit, « Bon, alors, ce que vous voulez, finalement, c'est que De Gaulle se montre en pyjama. » Mais c'était un petit peu le principe. C'était un petit peu ça, c'est-à-dire parler autrement, être un homme de proximité. C'est un exercice absolument inédit pour lui, mais ça a quand même extrêmement bien réussi, comme on a vu. Alors, pour en revenir à toute une série... On n'a pas répondu sur Claude Pompidou. Oui, Claude Pompidou, qui a peut-être été la plus malheureuse. Il y a plusieurs choses. C'est une femme exceptionnelle. D'abord, elle détestait le milieu politique, depuis longtemps. Elle n'avait pas envie que son mari fasse de la politique. Elle n'avait jamais été aussi heureuse que quand il était, ça fera peut-être rire un certain nombre d'entre vous, à la Banque Rothschild, qui n'a pas posé le moindre problème à ce moment-là. Et non seulement il était à la Banque Rothschild, mais il en était le directeur général. Donc il était le numéro 1 de la Banque Rothschild. Et imaginez, en fermant les yeux, puisque ça s'est passé en 69, donc c'est à la fois ancien et pas si vieux que ça, une des premières choses qu'il ait décidé en arrivant à l'Élysée, c'est de faire acheter par l'État l'hôtel particulier qui est en face, qui s'appelle l'hôtel Marigny, et qui appartenait aux Rothschild.
qui fait que quand vous allez à l'hôtel Marigny, où sont reçus les hôtes étrangers, où il y a maintenant beaucoup de bureaux, etc., vous voyez des RF partout, tout le monde pense que ça veut dire République française, c'est Rothschild frères. Parce que ça, voilà. Et donc, non, mais vous imaginez aujourd'hui, on reproche certains reprochent à Emmanuel Macron d'être passé 18 mois ou 2 ans à la banque Rothschild. Pompidou avait été le patron de la banque Rothschild et avait fait acheter par l'État cet hôtel particulier. Bon, voilà. Donc, elle détestait le monde politique. Elle n'avait aucune envie de vivre à l'Élysée. Quand elle était femme de Premier ministre, d'ailleurs, il n'avait pas vécu à Matignon. Elle adorait son appartement de l'île Saint-Louis. Elle a aimé une seule chose, c'est de rénover le palais et de faire entrer l'art contemporain, les designers, Paulin, Agam, etc., etc., Nicolas de Staël, voilà. Et puis ensuite, elle a vu la tragédie de son mari, les 18 derniers mois absolument épouvantables. Et elle s'est mise à haïr ce palais au point qu'elle a raconté dans ses mémoires que après la mort de son mari, quand elle passait à côté, elle n'a jamais voulu y retourner, bien qu'elle soit très proche de Bernadette Chirac, et que quand elle passait l'Élysée, avenue Marigny ou Faubourg Saint-Honoré, elle tournait la tête pour ne pas voir le palais physiquement. Elle ne le supportait pas. Bernadette Chirac, la transition est toute trouvée avant qu'on parle d'anecdotes, notamment de certains dîners d'État que vous expliquez avec beaucoup, beaucoup d'humour. Bernadette Chirac, vous dites, a été peut-être la plus heureuse des femmes de président. Ah, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Bernadette Chirac est rentrée dans cette maison avec une idée extrêmement nette, c'est qu'elle devait être la maîtresse de maison. C'est-à-dire que rien ne devait lui échapper de la tenue et de la marche de la maison. Et elle s'en est acquittée admirablement. On a encore pu le vérifier. Il suffit d'aller aux cuisines, de poser la question à la vingtaine de cuisiniers qui sont là. On leur demande simplement qui avez-vous, parmi tous les présidents, lequel avez-vous préféré servir? Tout de suite, c'est Jacques Chirac. Pourquoi? Parce que Bernadette. Un exemple, le lendemain matin de l'investiture de Chirac, à 9h du matin, Bernadette Chirac est aux cuisines et s'adresse au chef en disant « Voilà ce que mon mari aime manger, voilà ce qu'il n'aime pas. Vous ne le décevrez jamais avec ça, jamais. Et n'oubliez surtout pas son petit encas à 11h du matin. » Je veux dire, c'était absolument parfait. Elle venait tous les jours aux cuisines et elle s'occupait absolument de tout, aussi bien du choix de la vaisselle que des nappes, que de la disposition pour des fleurs, que la disposition pour les dîners d'État. Et il y avait quelque chose qui était redouté par le personnel, c'est lorsque le soir ou le matin, elle traversait les salons et avec son doigt, elle passait sur les meubles. Et si jamais il y avait un tout petit peu de poussière, je peux vous assurer que c'était panique à bord. Alors justement, les dîners d'État, vous en parlez, vous racontez des anecdotes très savoureuses. Vous racontez notamment une anecdote où un dîner avec l'Iran a dû être reporté ou annulé parce que les visiteurs, les Iraniens, exigeaient qu'aucun alcool, qu'aucun vin ne soit servi. Ah non, c'était encore pire que ça, Nelson. C'est-à-dire que, en règle générale, c'est pas la première fois qu'à l'Élysée, dans un dîner d'État, on reçoit des dignitaires musulmans. Et ça a toujours existé. Et comme on a consulté tous les menus, on a vu ce qui se passait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y avait, pour les boissons, jus de fruits. Et puis après, il y avait les vins pour ceux qui buvaient du vin. Bien. Mais là, avec la délégation iranienne, avec le président iranien, c'était pas ça. C'est-à-dire que non seulement, bien entendu, il ne voulait pas boire de vin, mais il ne voulait pas voir sur la table de bouteilles de vin. Et là, François Hollande, l'intendant et le chef du protocole sont venus le trouver. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on était près de l'incident diplomatique.
si on cédait d'une manière ou d'une autre, c'était grave. Et François Hollande a dit on annule le dîner d'État. C'est le seul dîner d'État qui a été annulé de toute l'histoire du palais. Qui, selon vous, était, disons, le ou les présidents les plus épicuriens et au contraire les plus ascètes? Encore une fois, on fait une enquête, aux cuisines. Si on parle que de la Ve République, je veux dire, Chirac l'emporte haut la main. Mais haut la main. Pourquoi ? Parce que le chef des cuisines de l'époque nous l'a dit. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est pour un cuisinier que d'avoir quelqu'un qui aime manger. Bah oui, sans doute. Qui a été le plus ascète ? Alors, le général de Gaulle aimait bien manger, Georges Pompidou aussi. Mais il y a quelque chose qu'il traduit assez bien, d'ailleurs. Et on en parle dans le livre, on a même consacré toute une entrée là-dessus. C'est la grande aventure des fromages à l'Élysée. Alors, vous avez ça fait comme ça, c'est les montagnes russes. Le général de Gaulle, pour des raisons, c'est pas qu'il n'aimait pas le fromage. Chez lui, à Colombey, il en mangeait volontiers. Mais à l'Élysée, il aimait, c'est un militaire, hein, il n'aimait pas que ça dure plus de 45 minutes, un repas, donc pas de fromage. Georges Pompidou arrive, première chose qu'il fait, il fait rétablir les fromages en limitant aux 3 grands fromages d'Auvergne. On a le droit d'être chauvin quand on est président de la République. Arrive Giscard, on allège tout. Donc les fromages disparaissent et Giscard se contente de fromage blanc allégé de temps en temps. Bon. Mitterrand, personnellement, ne mange pas de fromage, mais les fromages sont rétablis. Les voilà qui reviennent. Chirac, pas de problème, les fromages. Sarkozy arrive, redisparition des fromages. Hollande arrive, réapparition des fromages. Pas d'information. On peut répondre comme ça à votre question, c'est-à-dire que, oui, regardons la courbe et les statistiques de la grande aventure des fromages à l'Élysée, on a la réponse. Alors, il y a aussi une autre anecdote, Patrice. Alors, comment avez-vous fait pour le savoir? Lorsqu'il y a la passation de pouvoir, vous racontez entre Mitterrand et Chirac, de mémoire, que la conversation porte sur la survie des canards de l'Élysée. Comment l'avez-vous appris? Et en plus, vous en parlez avec beaucoup de... Parce qu'on imagine que là, il s'agit de parler des secrets nucléaires et autres, du code nucléaire, etc. Et en fait, la conversation porte sur le danger qu'encourent des canards par rapport à un éventuel labrador, je crois. Non, mais les journées, on a fait avec Jacques un documentaire sur l'histoire des journées d'investiture, hein, pas seulement de la passation de pouvoir, la journée du matin au soir, des présidents de la 5e qui va être diffusée dans 10 jours sur France 5 et 2 jours plus tard sur France 2 à 22h30. Donc la passation de pouvoir, c'est un moment historique. Et d'ailleurs, il a fallu attendre 81 pour avoir sous la Ve République, et d'ailleurs sous toutes les républiques, parce qu'avant, les passations de pouvoir, c'était protocolaire. Il ne se passait rien. Il avait très peu de pouvoir. Il n'y avait pas, bien entendu, par principe, à ce moment-là, le feu nucléaire, etc., etc. Donc la première vraie passation de pouvoir, c'est 21 mai 1980, Giscard-Mitterrand. Après ça, le contenu et la signification politique de la journée d'investiture, la passation de pouvoir, dépend de la personnalité et du parcours du président qui s'en va. Mitterrand, c'était la fin de son second septennat. Il était subclaquant depuis très longtemps, puisque son cancer a quand même été détecté en octobre 81, 6 mois après son élection, que les médecins ont dit qu'il en a pour 5 ans maximum et qu'il a fait 2 mandats de 7 ans, ce qui est quand même absolument... même médicalement et scientifiquement jugé tout à fait incroyable. Mais bon, tout le monde savait qu'il ne pouvait pas se représenter. Il partait, il quittait la vie politique. C'est pas comme Giscard battu qui est remplacé et qui a à ce moment-là 55 ans et qui est remplacé par Mitterrand après une défaite électorale et qui se fait siffler dans la rue en sortant à pied de l'Élysée. Donc il n'y avait pas de contenu vraiment politique dans la passation de pouvoir entre Mitterrand et Chirac. En plus, tout le monde savait que Mitterrand avait plus ou moins favorisé l'élection de Chirac
Oui, mais non seulement vis-à-vis de Balladur au premier tour, mais même face à Jospin. Voilà, tout le monde avait bien compris qu'il avait envie que Chirac soit élu. Donc, ils sont échangés un certain nombre de choses. Alors, le code nucléaire, c'est toujours quand même quelque chose d'essentiel. Dans le documentaire dont je vous parlais, là, pour la première fois, on a un grand chef militaire, puisque c'est de l'amiral Guillot, le fils d'un ancien journaliste, Jean-Louis Guillot, qui a été chef d'état-major des armées et qui nous raconte comment on passe le code nucléaire, comment on le passait avant et comment on le transmet maintenant d'un président à un autre. Mais Mitterrand avait fait venir, je ne sais pas combien de temps avant, quelques mois avant, 6 mois avant. Il avait fait venir des colverts de Rambouillet, c'est ça, donc, voilà, qui étaient très bien dans le parc de l'Élysée, qui barbotaient dans le... Je ne suis pas un spécialiste des canards, hein, mais qui barbotaient dans le bassin qui est au fond du parc de l'Élysée. Et comme il savait que Chirac arrivait avec un labrador qui était connu pour sa vigueur et son appétit, a dit faites attention je compte sur vous pour faire attention à mes canards. Et d'ailleurs, les malheureux canards ont été mangés. Mais là-dessus, on n'est pas totalement d'accord. Il y a deux versions. Soit c'est le labrador de Chirac qui s'est occupé des canards, soit, ça c'est une version de Claude Chirac, qui dit que ce sont les corneilles qui pullulent là-bas. Et on parle à plusieurs reprises des corneilles, puisqu'il y a même un président de la Troisième République qui avait demandé qu'on l'on fasse tirer dessus à la carabine parce que le bruit des corneilles dérangeait la sieste de sa femme. Donc les corneilles se seraient jetées sur ces infortunés canards et les auraient dépecés, ce qui est fort probable, et le labrador de Chirac n'y est pour rien. Mais il y a eu un autre moment très, très amical dans cette passation de pouvoir, c'est que Mitterrand, après avoir condamné, et en quels termes, la Ve République, le général de Gaulle, notamment dans un livre fameux, Le coup d'État permanent, où il posait la question de savoir si de Gaulle était soit le Führer, soit le Caudillo, soit le Duce. C'est quand même, voilà, c'est pas mal. Quand il est arrivé à l'Élysée, il s'est immédiatement installé comme s'il était là depuis des années. Et quand on lui a demandé où il voulait aller, il a dit bien entendu dans le bureau du général de Gaulle, alors que son prédécesseur Giscard, lui, il avait préféré un bureau en coin. Et il avait travaillé d'abord sur le meuble du général, qui est un superbe bureau du XVIIe siècle, là, je crois, c'est ça. Et à la fin, comme il aimait aussi, comme les Pompidou, l'art contemporain, je crois que ces deux dernières années, il s'était fait faire par Paulin, le designer qui a été l'objet d'un hommage à Beaubourg il y a quelques mois, qui est un grand designer qui est mort il y a quelques années. Il s'était fait faire un bureau moderne, bleu que Chirac connaissait, puisqu'il venait souvent voir Mitterrand. Et Mitterrand connaissait l'attachement personnel de Chirac au général de Gaulle. Quand la passation de pouvoir a eu lieu et que Chirac est rentré dans le bureau qui allait être le sien quelques minutes plus tard, il s'est rendu compte que Mitterrand avait fait partir son bureau de Paulin et avait fait réinstaller le bureau du général. Donc c'était une espèce de passation de pouvoir tendre. Les suivantes ont été Chirac, Sarkozy, ça s'est très mal passé, contrairement à ce qu'ils ont dit, parce que Chirac n'avait absolument aucune envie que Sarkozy lui succède. Quant à Hollande, Sarkozy, malgré ce qu'il a aussi a été dit de part et d'autre, ça a été absolument glacial. Et en gros, ils se sont balancés des reproches pendant 40 minutes. Et ça a été suivi par la scène que l'on connaît, où Hollande ne raccompagne pas Sarkozy jusqu'au perron. Alors, ce livre, encore une fois, vraiment, je vous le recommande très, très vivement. L'Élysée, Histoire, secrets et mystères, par Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur le Facebook du Presse Club et que d'expérience, je crois qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui nous suivent, donc nous les saluons. Alors, Patrice a quelques obligations ce soir. On va donc peut-être le garder, quelques obligations familiales. On va peut-être encore garder une petite quinzaine de minutes maximum. Mais vous êtes vraiment très nombreux. J'en suis très heureux. Et je suis sûr, nous battons les records ce soir. Vraiment, nous battons les records. Est-ce que, et je suis sûr que oui, il doit y avoir quelques questions ou observations
à l'attention de nos deux interlocuteurs. Je sais que la première question est toujours la plus difficile, mais je vois plusieurs mains qui se lèvent. Alors, je ne sais pas, qui a levé la main en premier? Nous vous écoutons. Bonjour, je suis étudiant en journalisme et j'aurais une question sur la campagne actuelle parce qu'on dit qu'elle est très différente des autres. Et donc, je voulais savoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, elle est vraiment différente des autres ou est-ce qu'il y a quand même des similarités avec les autres? La campagne actuelle? Oui. Bon, elle est totalement différente pour des tas de... Là, il faudrait 1 heure pour répondre, hein, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. D'abord, il ne se passe en gros que des événements inédits. C'est la première fois sous la Ve République qu'on a une primaire de droite, une primaire de gauche, etc. Et quand on compte législative, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça fait 12 jours d'élection entre la mi-novembre et le 18 juin, ce qui est absolument considérable, ça n'est jamais arrivé. Deuxièmement, je vais essayer de ne pas dire trop de banalités, mais enfin, ce sont des constats. Deuxièmement, c'est la première fois que les 2 grands partis historiques de gouvernement sont éliminés. Troisièmement, c'est la première fois que un inconnu, il y a 2 ans et demi, totalement inconnu, sauf de quelques spécialistes ou de quelques camarades de promotion à l'ENA. De la Banque Rothschild. Voilà. Arrive au second tour d'une élection en ayant remporté le premier tour et en étant assez nettement favori selon les sondages d'opinion du second tour. Voilà 3 particularités. Après, on pourrait ajouter le dégagisme que Mélenchon a mis en avant comme un étendard, mais qui en réalité, ce n'est pas lui qui a inventé la notion de dégagisme, c'est la révolution tunisienne en 2011. Où on a eu dans la foulée, par ordre chronologique, Sarkozy, Juppé, Hollande, Fillon, plus un certain nombre d'autres, mais enfin 4 quand même anciens présidents ou anciens Valls ou anciens Premier ministre. Voilà, quelques caractéristiques parmi d'autres. On pourrait encore ajouter, parce que c'est tout à fait essentiel, le rôle des réseaux sociaux, des chaînes d'information permanentes. Je serais surpris que la télévision française ce soir, c'est pour ça que je suis un peu angoissé pour ma femme, ne batte pas le record absolu de l'audience à la télévision dans toute l'histoire de la télévision. Qui est de 22 millions, non pas la finale de la Coupe du Monde qui avait fait 18 millions. Que 18 millions. Oui, alors il faut dire que dans les calculs d'audience, il y a des choses qui ne prennent pas en compte. Hein. Le soir de la finale de la Coupe du Monde de football, tu le sais mieux que moi, tous les rassemblements, etc., c'est pas pris en compte. Donc je pense que ça devait être plutôt 20 millions. Enfin, c'est moins le cas pour un débat présidentiel. On ne se réunit pas dans un café. Encore que. Oui. Il y a les supporters des 2 camps. Et comme ce soir, il y a TF1, France 2 et 4 chaînes d'information, sans parler des radios, mais enfin là, on est sur la télévision. Il est vraisemblable que ça va approcher les 25 millions, pour ne pas dire davantage. Malgré le match Monaco-Juventus de Turin, qui est diffusé sur je ne sais plus. Non, je non, c'est pas beIN Sport. Enfin, à vérifier. Qui risque d'un peu de souffrir. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une campagne assez stupéfiante. Alors, ce soir, est-ce que vous pensez que le débat peut changer les prévisions 60-40 est-ce que ce débat est peut-être crucial finalement ou l'élection présidentielle peut se jouer ce soir? Généralement, Patrice, si je peux me permettre un corollaire, est-ce que ces débats, historiquement, y en a-t-il qui ont vraiment changé la donne? J'allais commencer par ça, pour dire qu'il y en a, en gros, d'après moi, il n'y en a qu'un qui a vraiment, je ne sais pas si ça a fait bouger les choses, mais a conforté une toute petite avance, c'est celui de 74. Après 80, quasiment 52-48, etc., ils n'ont pas fait bouger vraiment les lignes. Ils n'ont fait que conforter une avance soit large, comme par exemple Mitterrand en 88, soit significative, comme Sarkozy en 2007 ou Hollande en 2008, c'est-à-dire en 2012, plus de 52%. Ce soir, comme les sondages, contrairement à tout ce qui avait été raconté avec des élucubrations sur des instituts canadiens,
Phil Terris et compagnie, dont Valeurs Actuelles disait que c'était ça le bon sondage et que tous les autres instituts se trompaient, bien entendu, les sondages ont été absolument admirables, d'une précision, pour rester sur le service public qui nous tient à cœur. L'estimation de 20 heures de Ipsos, 23,7, 21,7, c'est à 0,2 ou 3% près. Voilà. Et tous les sondages ont eu raison. Là, la seule chose qui peut éventuellement permettre de les contester, mais à mon avis à la marge, c'est le fait qu'il y a d'abord deux choses. Tout un phénomène de report de voix de Mélenchon, de Fillon, de Hamon, etc. Et on ne sait pas très bien, et ça évolue assez vite d'un jour à l'autre. Et deuxièmement, le poids de la participation, qui est un élément essentiel. Bon, enfin, le dernier sondage du jour, la participation est à 75%. Si ça reste dans ces eaux-là, je serais extrêmement étonné que le résultat ne soit pas proche des 60-40 dont vous parlez. Après, il peut toujours se passer dans un débat un événement exceptionnel. Jusqu'à présent, le terme exceptionnel ne convient pas. Il y a eu des événements politiques forts, il y a eu le monopole du cœur de Giscard, il y a eu les Mitterrand, Monsieur le Premier ministre, etc. Il n'y a pas eu un coup de théâtre. Ce soir, moi personnellement, compte tenu de ce que l'on sait de la personnalité de Marine Le Pen, je serais étonné qu'elle ne fasse pas une opération de va-tout, quoi. Parce qu'elle sait très bien qu'elle a une chance sur 100, j'exagère, mais disons moins d'une chance sur 10 de gagner dans 4 jours. Donc elle peut très bien jouer son va-tout, commencer à utiliser le registre de la brutalité, de la violence. Voilà, tout est possible. Mais c'est pas pour ça qu'il y a quand même... Si les sondages disent vrai, ce que je pense, c'est 20 points d'écart, je sais bien que ça fait que 10 de chaque côté, mais enfin, c'est quand même énorme à 4 jours du deuxième tour. Alors moi, j'ai une question, même deux, sur la popularité. Je viens d'ailleurs, hein, je suis de l'Europe du Sud-Est originaire, correspondante de plusieurs journaux. Le Presse Club est un club très international. Ce qu'on me demande toujours, il faut un papier sur les premières dames françaises. C'est quelque chose, c'est un sujet qui marche tout le temps. Et qu'on vous demande, et je me fais traduire en hongrois ou en tchèque, étant donné que, bon, j'écris en détail. Et puis, je voudrais savoir aussi votre opinion sur cette nouvelle affaire Lafarge et FN. Alors, sur l'affaire, je ne vais pas vous donner mon opinion, mais sur la première dame, il faut voir une chose, c'est que, contrairement, même si l'appellation est la même, première dame, First Lady, première dame, il faut voir d'abord une chose, c'est que on a appelé première dame en France pour la première fois dans la traduction littérale, c'est-à-dire First Lady, c'est Marguerite Lebrun. Pourquoi ? La femme d'Albert Lebrun. Pourquoi ? Parce qu'elle avait inauguré une traversée transatlantique et les journaux américains avaient parlé de la French First Lady. Et jamais auparavant, on avait parlé de première dame en France. Mais comme vous le savez, aux États-Unis, la première dame, la First Lady, a un statut officiel. Et son rôle est parfaitement défini et encadré. Ce n'est pas le cas en France. La première dame en France n'a aucun statut. Elle n'existe pas. Elle n'a une seule chose qui permet de montrer qu'elle a une existence quelque part dans un texte de loi, c'est qu'un détenu peut écrire à la première dame de France sans timbrer la lettre. C'est la seule chose qui peut le faire. Bon, après, écoutez, il y a autant de cas que de premières dames. Il y a eu sous la Troisième République et la Quatrième République des premières dames remarquables. Remarquables. Par exemple, c'est Cécile Carnot, l'épouse de Sadi Carnot, qui a créé l'arbre de Noël de l'Élysée à l'époque pour les enfants pauvres. Elles ont été très très nombreuses sous la Troisième République à avoir des activités caritatives et réelles.
sous la 4e République, la plus populaire des premières dames a été Germaine Coty. Et de loin. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est Germaine Coty qui a donné son nom au plus grand nombre de maisons de retraite, d'hôpitaux ou de maternités. C'est vérifiable, c'est statistique. Et la première dame, comme Yvonne de Gaulle par exemple, qui n'a jamais voulu que ses activités, pourtant extrêmement importantes, en faveur des plus défavorisés, soient connues, mais elle visitait quasiment un hôpital ou une crèche ou une maternité par semaine. Mais si Sans s'il caméra. y avait une caméra ou un photographe, elle s'en allait. Elle repartait. C'était hors de question. Bon. Et Yvonne de Gaulle n'avait pas de bureau à l'Élysée. Le bureau est apparu bien après. C'est Madame Chirac, c'est Bernadette Chirac qui, elle, a installé un bureau. Mais la Première Dame a toujours reçu beaucoup de courriers, et il y a toujours une ou deux secrétaires qui traitent le courrier de la Première Dame à l'Élysée. Alors, on a connu un cas qui ne s'était jamais produit nulle part, c'est qu'avec François Hollande, il y a eu une Première Dame, ou deux, si vous voulez, mais avec lesquelles il n'était pas marié. Sont-ce des Premières Dames pour autant? Consacrer des chapitres. G comme Gaïa. En fait, parce qu'il y a différents points d'entrée. C'est un petit peu comme les dictionnaires amoureux. Vous pouvez rentrer de différentes manières dans ce livre. Le mieux, je pense, c'est de le faire de A à Z. Mais enfin, c'est. Oui, ce qu'on peut ajouter, on peut ajouter deux choses. C'est qu'il y a eu en gros deux types de premières dames. Les premières dames politiques. Et là, contrairement à ce qu'on imagine, la première n'est pas Danielle Mitterrand, mais c'est Michèle Auriol, la femme du premier président de la 4e République, qui était une militante socialiste et qui s'intéressait beaucoup à la politique, qui faisait beaucoup de politique, qui travaillait en permanence avec son mari sur le livre qui a été publié sur l'histoire de son septennat, qui a été publié peu de temps après leur départ de l'Élysée. Mais donc, après elle, il y a eu donc, bien évidemment Danielle Mitterrand, dont chacun connaît les convictions et l'activité, notamment politique internationale, souvent en contradiction avec celle de son mari d'ailleurs, mais qu'il finissait par accepter, parfois par lassitude, parfois pour lui faire plaisir. Enfin, c'est quand même elle qui a organisé le voyage officiel de Fidel Castro à Paris à la fin du second mandat de Mitterrand. Après Bernadette Chirac, bien entendu, qui a été la première dame élue, puisqu'elle a été... je ne sais plus si c'était conseiller municipal ou conseiller général d'abord. Les deux. Il y a eu Cécilia Sarkozy qui est rentrée. C'est un couple qui est rentré à l'Élysée. C'est un couple qui a conquis l'Élysée. C'est Cécilia et Nicolas Sarkozy. Et qui a joué un rôle les quelques mois où elle a été là, très peu, hein, puisqu'elle est partie au mois d'octobre de 2007. Et ils étaient arrivés fin mai. Mais on se souvient de l'épisode des infirmières bulgares, par exemple, où... elle avait joué un vrai rôle. Je crois que juste la deuxième chose pour l'avenir, je ne sais pas, j'ai cru comprendre que Emmanuel Macron, s'il est élu, il y aura une existence réelle de la Première Dame, un statut pour autant, je ne sais pas. Dans l'autre cas, ça sera une innovation puisque ça sera un premier homme. Mais je crois qu'il faut s'habituer au fait que les présidents ou les présidentes... et leurs conjoints choisissent un peu le rôle qu'ils jouent sans que ce soit institutionnalisé pour autant. Voilà. Simplement, si ce sont des femmes qui travaillent, on a bien vu le problème avec Valérie Trierweiler, il faut évidemment qu'il n'y ait pas le moindre lien entre le travail qui est exercé et le fait que c'est la femme ou la conjointe du président. C'est évident. Thierry Dassault, que j'aurais de saluer. Une question. Je ne réponds pas sur la parce parce que je ne suis pas hyper compétent sur... Alors, avant de rester sur les premières dames, vous n'avez pas répondu à la question du président qui le mangeait le moins, mais j'imagine que c'était M. Sarkozy. En tout cas, le plus rapidement. Oui, enfin... alors, Nicolas Sarkozy, mais il a eu un prédécesseur qui mangeait encore moins que lui et qui ne buvait que de l'eau comme lui, c'était Paul Doumer.
on ne pouvait pas faire plus ascète que Paul Doumer. Et on sait que Nicolas Sarkozy, effectivement, n'aimait pas particulièrement la table, sauf une véritable addiction au chocolat. Oui. Et les pâtissiers de l'Élysée en étaient ravis. Très bien. L'autre question concerne justement Madame Trizeler. Je pense que la réponse est dans votre livre, que j'achèterai volontiers. Au niveau du jour où elle a appris la liaison avec Julie Gaillet, elle aurait cassé quelques vaisselles historiques ou pas? Non, ça s'est très mal passé. Il y a beaucoup plus de choses dans son livre à elle que dans le nôtre. Mais il n'y a pas eu d'incident de cette nature. Non, pas du tout. Alors, autre question. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Patrice Duhamel va nous quitter dans 5 minutes. Jacques continuera peut-être, Jacques, si tu en es d'accord, pendant une dizaine de minutes. Après, il y aura une signature de livres, bien entendu, et vous serez tous libérés à 19h45 pour aller donc assister en compagnie de 23 autres millions de téléspectateurs, d'après ce que j'ai compris, à ce débat animé par Nathalie Saint-Cric, épouse de Patrice. C'est pour ça que je te remercie. Et Christophe, voilà, qui sont respectivement les deux directeurs des services politiques de TF1 et de France 2. Voilà. Oui. Est-ce que dans votre livre, il y a des traces de possibles écoutes sur Élysée, puisqu'il y a le bâtiment de l'ambassadeur britannique, américain, et surtout l'ambassade, puisque sur le toit, on a découvert des... Il y a ce qu'on appelle une entrée, puisque c'est fait sous forme de dictionnaire, comme le disait Nelson, ou un chapitre sur les écoutes, mais toutes les formes d'écoute. Parce que il y a eu l'affaire de NSA et des écoutes téléphoniques sur les présidents Chirac et Sarkozy, qui est en même temps que les écoutes téléphoniques sur la chancelière Merkel, qui est une chose avérée. Il y a eu les écoutes téléphoniques, des affaires d'écoutes téléphoniques sous Mitterrand. Il y a eu des affaires d'écoutes téléphoniques, l'affaire du canard enchaîné sous Pompidou. Il y a eu l'affaire des écoutes, alors c'est pas téléphonique, mais enfin c'est des enregistrements avec l'illustre Patrick Buisson sous Sarkozy, ça fait quand même beaucoup. Et on parlait de la femme de Vincent Auriol tout à l'heure. Alors lui, c'était pas du tout des écoutes téléphoniques, simplement et ce que je dis est tout à fait sincère et c'est pas pour vous embellir le personnage, c'est la réalité. C'est qu'il enregistrait avec un magnétophone un certain nombre de conversations qu'il avait avec des invités, mais il n'a jamais fait usage autrement qu'avec l'autorisation de ces personnalités, utiliser ça pour les mémoires qu'il a faites ensuite. Voilà. Donc il y a un chapitre sur l'ensemble de ces sujets. Bonsoir. Juste une question une question politique, oui, concernant un peu l'avenir. Depuis quelque temps, M. Macron tente de faire exploser les clivages droite-gauche, on l'a bien vu, et de rassembler. On peut être séduit ou non, personnellement j'en suis assez séduit, mais on s'aperçoit que la droite et la gauche traditionnelle se cassent un peu la gueule, voilà, pour parler poliment. Est-ce que vous craignez pas, enfin je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça, est-ce que vous craignez pas qu'en admettant qu'il arrive à faire un espèce de front républicain, on va dire, voilà, à rassembler républicains de toute sensibilité gauche-droite, est-ce que vous craignez pas que s'il se plante, je ne le souhaite pas, mais pour ce quinquennat, est-ce que l'opposition, l'alternative directe, ce sera les populistes, non? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement à faire exploser le clivage gauche-droite? Voilà. Deux réponses. D'abord, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que s'il est président dimanche à 20h, un mois après ou un mois et demi après, il court des risques majeurs, je dis bien majeurs aux législatives, parce que jusqu'à présent, alors je sais bien qu'on n'a que des surprises, hein, comme on le disait tout à l'heure, depuis la rentrée de septembre. Il y a, à chaque fois qu'il y a un épisode important dans cette succession de campagnes, à chaque fois c'est une surprise. Mais enfin, jamais dans l'histoire de la Ve République, un président qui venait d'être élu n'a ensuite perdu. Alors il y a eu un exemple où il avait une majorité relative et pas absolue, qui est Mitterrand en 88, quand il a nommé Rocard à Matignon. Mais sinon, tous les présidents ont eu leur majorité. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que... je ne dis pas que Macron aurait une majorité absolue, mais je suis à peu près convaincu que les Français sont quand même suffisamment cohérents pour, s'ils l'élisent le 7 mai, ne pas le mettre en minorité le 18 juin.
Voilà. La deuxième chose, c'est, oui, a priori, vous avez raison. Hein, c'est-à-dire que, comme aujourd'hui, le fonds de commerce théorique et pratique et verbal et stratégique de Marine Le Pen, c'est de dire la droite s'est plantée, la gauche s'est plantée, c'est notre tour. Essayez-nous. Si la troisième tentative, qui est ni droite ni gauche, ou plutôt et droite et gauche, se plante, effectivement, alors maintenant, elle aura dans cette perspective-là, il y aura Mélenchon de l'autre côté. Voilà, donc... oui. Alors, ce que je vous propose, donc, voilà, Patrice, on peut applaudir vraiment Patrice Duhamel. Si, ça me fait plaisir. Et donc, Jacques va rester avec nous. C'est Jacques qui signera le livre pour deux, hein, Patrice. Et bonne chance à Nathalie pour le débat de ce soir. Nous serons tous à l'écoute. Merci beaucoup, Patrice. Le Presse Club te remercie. Bonsoir. Alors, Jacques, oui, j'ai vu beaucoup de mains qui se levaient, donc je ne sais pas qui, peut-être Isabelle va définir l'ordre de priorité, ceux qui lèvent la main en premier. Oui, bonsoir, Pierre. Bonsoir. J'ai une question plus terre à terre qui parlez un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon, qui voilà, porte plus sur votre ouvrage. Je ne sais pas si vous en parlez, à savoir le président de la République sortant a une prérogative, peut éventuellement partir avec la cave de l'Élysée. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est réel? Cave de l'Élysée. Il y a combien de bouteilles dans la cave de l'Élysée à propos? Ah là, il y en a, on est aux alentours de 10 000. Ouais, ça serait quand même un butin assez Alors, important. c'est écrit, je vais vous répondre très précisément, c'est un peu une légende, ça. C'est écrit nulle part que la cave appartient au président. Il ne faut pas confondre. Le président est le seul à pouvoir ordonner que l'on sorte certaines bouteilles pour des hôtes de marque. Par exemple, dans l'histoire, on le raconte, le chancelier Gerhard Schröder aimait beaucoup le Sauterne, le château d'Yquem. On ne sort pas un château d'Yquem comme ça facilement. Monsieur Dassault, vous êtes d'accord? Mais là, c'est même pas le chef du protocole, c'est même pas l'intendant qui le décide. Il faut que ce soit le président de la République. De même que c'est le président de la République qui, en dernier ressort, tranche sur les menus. C'est comme ça. Donc, il ne peut pas partir avec la cave. Il ne peut pas. C'est peut-être que certains en ont rêvé et ont répandu la légende, mais non, c'est pas possible. En revanche, puisque vous parlez de la cave, nous évoquons dans le livre un épisode qui ne s'était jamais produit, qui s'est produit sous le mandat de François Hollande, c'est-à-dire qu'on a vendu une partie de la cave de l'Élysée. Alors, je vous donne mon opinion, c'était plus une affaire de communication que de rentabilité. Ça a été décidé par la directrice de cabinet du président de la République à ce moment-là, et ils ont vendu un certain nombre aux enchères, un certain nombre de bouteilles. Le rapport a été extrêmement important, le rapport financier est extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas tellement parce que, oui, il y avait des très grands vins, mais c'est surtout qu'il y a un stick sur chaque bouteille Palais de l'Élysée. C'est ça qui en fait la valeur. C'est ça qui en fait la valeur. Alors, si vous voulez un grand vin, un grand vin, disons, qui vaudrait dans le commerce quelque chose comme 250 ou 300 € la bouteille, avec le stick Élysée, vous rajoutez 150 € ou 200 €. Voilà. Alors, ça a servi pour moitié au budget de l'État, pour moitié à racheter d'autres vins, puisqu'une cave, surtout la cave de l'Élysée, elle vit. Et elle est dirigée par une sommelière depuis une dizaine d'années qui, une fois par semaine, reçoit des producteurs de vin ou des vignerons et compose ainsi la cave de la première maison de France uniquement avec des vins français. Il y
Il y a un chapitre, c'est lié, il y a d'autres questions, mais il y a un chapitre consacré aux cadeaux que reçoivent les présidents. Alors ça va d'animaux, je crois que vous parlez d'une girafe ou d'un hippopotame, je ne sais plus exactement, enfin d'un animal très exotique, plus des cadeaux, notamment des chefs d'État africains qui, en la plupart du temps, terminent dans les musées, le musée de Saran, le musée de Montboudif, etc. Les cadeaux ne sont pas conservés par les chefs d'État. Non. Alors donc ça veut dire que Hollande va sans doute ouvrir un musée à Tulle, peut-être. Je sais pas. Bon, mais alors, ce qui fait qu'il y aurait un département, en l'occurrence la Corrèze, qui aurait 2 musées. Le président de la République, il y a le musée de Jacques Chirac à Saran, et il y aurait peut-être le musée du quinquennat de François Hollande à Tulle. Mais on ne peut pas faire plus hétéroclite que les cadeaux reçus par le président de la République. Je voudrais simplement faire appel à votre mémoire récente. Vous savez qu'on avait offert à François Hollande une chapka. Tout le monde a vu la photo qui lui descendait au-dessous des narines et qui avait fait rire le monde entier. Cette chapka, mesdames et messieurs, elle est conservée actuellement dans un endroit très précis qui se trouve quai Branly. C'est plusieurs pièces où tout ce qui est offert au président de la République est entreposé jusqu'à ce que le président s'en aille. Et dans ce cas, ça va dans un musée, sauf certaines pièces. Et ça, c'est le président qui peut décider tout de suite, immédiatement, lorsqu'il reçoit, en faire cadeau au mobilier national. Et les remettre au mobilier national, ce qui est le cas la plupart du temps. Alors, autre question. J'ai vu des bras se lever. Oui. En ce moment, on voit que les Français s'intéressent de moins en moins à la politique. Est-ce que vous pensez que les journalistes peuvent jouer un rôle pour réconcilier les Français et les hommes politiques en général? Mais s'il y a 22 millions de téléspectateurs, ça veut dire qu'ils s'y intéressent quand même un petit peu. Voilà. Si ce soir on atteint 25 millions de téléspectateurs, ça va être la preuve contraire. Je crois qu'il va falloir qu'arrive un événement, parce que là c'est un petit peu compliqué, un peu confus, les rapports entre les médias et le public. Et d'ailleurs c'est exploité par certains partis politiques qui accusent les médias de tous les maux. Ce qui évite de parler des leurs. Je crois que, oui, personnellement, je crois que la presse, les médias, les journalistes ont un rôle pédagogique énorme. J'insiste bien sur le mot pédagogique. Je crois que les Français ont une soif de connaissance et d'explication. Et ce qu'on peut parfois reprocher aux médias, c'est de passer tout de suite aux commentaires et à l'éditorialisation avant l'explication. Or, il y a d'abord un besoin d'explication. Expliquons, racontons, après on fera le commentaire. Et peut-être que la surenchère entre les chaînes d'information continue et la surenchère dans la surenchère rajoutée par les réseaux sociaux rendent la tâche des journalistes encore plus compliquée, mais je crois que dans les années à venir, plus que jamais, leur rôle de pédagogue va être intense, vraiment. En tout cas, ce que tu dis, Jacques, c'est pas au Presse Club qu'on va être indifférent à de tels propos, ça nous intéresse vivement. Y a-t-il peut-être une dernière question? Après, j'aimerais que, voilà, pour ne pas vous garder trop longtemps, peut-être que le libraire avec lequel nous travaillons, alors on va prendre une dernière question, et puis le libraire avec lequel nous travaillons pourra peut-être amener quelques exemplaires, et vous pourrez acquérir pour la modique somme de 22,5 € ce livre qui vraiment est très... Il y a énormément... J'imagine, Jacques, que vous avez dû... En plus, beaucoup, je ne sais pas comment vous êtes répartis les rôles entre Patrick. Toi, visiblement, c'était l'aspect du gaullisme qui était très cher. Oui, enfin, comment vous avez dû vous régaler à écrire ce livre? Oui, non, mais on a... C'est pour ça qu'on est très complémentaires. Moi, j'ai regardé ça, c'est vrai, en historien, mais aussi, puisque mon métier, c'est d'écrire des scénarios et de les réaliser, en dramaturge.
ce qu'il y a d'intéressant dans le palais de l'Élysée, on le dit en introduction, c'est que c'est un théâtre. C'est une maison où il se passe toujours quelque chose, mais c'est un théâtre où le répertoire va de la tragédie la plus noire et la plus sombre au vaudeville le plus désopilant. Et tout ça dans des décors totalement improbables qui évoquent Offenbach et une opérette d'Offenbach. Donc vous dites, est-ce que tout ça est bien sérieux? Ben oui, c'est bien sérieux parce que c'est la première maison de France et c'est peut-être la maison qui en France marche le mieux. Pourquoi? Parce que vous avez près de 100 métiers différents qui sont exercés à l'Élysée et tous dans le domaine de l'excellence. Je dis 100 métiers différents, ça va des fleuristes aux horlogers, des jardiniers aux lingères, des babysitters de la crèche jusqu'aux chargés de mission. Je veux dire, tout le monde, ou aux chauffeurs, tout le monde travaille dans un domaine de l'excellence. Et pourtant, quand on regarde ça, on dit mais ça doit être absolument insensé ce qui s'y passe. Oui, c'est un peu insensé. Et pourtant, c'est la première maison de France. Dernière question peut-être. Oui, oui, alors je voulais avoir votre avis sur comment dirais-je, les relations entre les différents présidents que vous avez eus. Je m'appelle Roca Rollin, je suis journaliste centrafricain, que vous avez eu à côtoyer durant les années que vous avez passées au couloir de l'Élysée, leurs relations avec les présidents africains et qu'adviendra les 5 prochaines années, disons la France-Afrique en résumé. Alors, ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, je suis incapable de vous le dire. Mais pour évoquer, si vous voulez, les relations entre les pays africains et les présidents africains et, en gros, la France et à l'Élysée, bon, il n'y a plus aujourd'hui, comme c'était le cas sous le général de Gaulle, de service qui est lié à ça. Bon, à l'époque, il y avait une direction des affaires africaines et malgaches qui était dirigée par un important personnage dans la mythologie gaulliste qui était Jacques Foccart. Bien, ça n'existe plus. Depuis le président Pompidou, ça n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu toute une série de relations parfois compliquées et parfois beaucoup plus détendues qu'on ne l'a dit avec les pays africains. Mais là aussi, ce qui caractérise l'époque du général de Gaulle, c'est qu'il y avait, dans cette période très difficile de la décolonisation, il y avait tous les soupçons possibles, imaginables. Je crois qu'on les a beaucoup exagérés. Et puis, peu à peu, le système s'est un petit peu moralisé, mais avec une transparence difficile à atteindre. Et aujourd'hui, c'est encore un petit peu compliqué, mais c'est davantage lié, semble-t-il, à des individus qu'à des pays ou à des constitutions ou à des régimes politiques. Voilà, mais je sais bien que certains rêvent que les pays africains, surtout d'expression francophone, soient totalement coupés de la France. C'est impossible, ne serait-ce qu'en raison de la langue et d'une partie de la culture. C'est impossible. Donc il y en a qui peuvent toujours en rêver, mais enfin, comme disait Charles Pasqua, on ne peut pas empêcher les gens de rêver. Ça, c'est une très jolie. Alors, là, franchement, c'est une très jolie phrase de fin. On peut applaudir vraiment Jacques Santamaria. Ça a été un vrai plaisir, Jacques. Un vrai plaisir de t'accueillir en compagnie de Patrice. Alors, ce que je vous propose, alors déjà, je vous remercie vraiment d'avoir été aussi nombreux. J'ai reconnu pas mal de confrères de France 2. Il y a également des représentants, et non des moindres, de la Chine. Thierry Dassault déjà nommé, enfin bref, vous êtes tous les bienvenus dans ce club. Alors peut-être aurons-nous l'occasion avec Isabelle d'organiser une rencontre à nouveau au mois de juin. Ça risque d'être difficile parce que le calendrier politique est très chargé, mais enfin les livres qui sortent ne manquent pas. Et j'imagine qu'il y aura pas mal de livres politiques qui devraient sortir même assez rapidement après donc le 7 mai. Je pense que notre libraire va amener
quelques livres. Jacques, tu disais, Patrice et toi disiez que vous aviez un documentaire qui va être prochainement diffusé. Oui, alors puisque tout à l'heure on a eu une question sur les passations de pouvoir. Alors la passation de pouvoir se passe au cours de la journée d'investiture qui est décidée conjointement, dont la date est décidée conjointement par le président sortant et le président entrant, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas encore la date de la journée d'investiture du nouveau président. La seule chose qu'on sait, c'est que constitutionnellement, le mandat de François Hollande se termine le dimanche 14 à minuit. Alors normalement, il faudrait que ça se passe avant. Mais il peut s'entendre éventuellement avec son successeur, enfin, surtout si c'est Emmanuel Macron, il peut s'entendre avec son successeur pour décider que ce soit le 15 ou le 16 si le Conseil constitutionnel est d'accord. En tout cas, le dimanche 14 à 20h50 sur France 5, nous traitons de toutes ces journées depuis 1959, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, et on raconte ce qui s'est passé, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, avec des archives inédites et des témoignages que pour la plupart vous n'avez pas entendus. Donc, soyez tous sur France 5 le dimanche 14 mai à 20h50 et rediffusé sur France 2. Sur France 2 le mardi 16 à 22h30. Excellent, excellent. Très bien, bien voilà. Je pense que les livres peuvent peut-être être amenés sur la table. Jacques va donc les dédicacer. Je vous le recommande encore une fois vivement. Et donc ce débat était donc à suivre en direct et naturellement en replay sur le site Facebook du Presse Club.